Mais qui est au fond ce Bonaparte qui va devenir consul à vie, puis empereur sous le nom de Napoléon Ier? Est-il un dictateur ou un tyran? Est-ce qu'il met fin à la Révolution française ou est-ce qu'il n'est que le syndic des profiteurs de la Révolution? Ce que la France entière, dans un premier temps, va apprécier chez Bonaparte, c'est qu'il rétablit l'ordre. Et finalement, ce n'est plus l'ordre hiérarchique de l'Ancien Régime, c'est un ordre administratif et très centralisé. Les préfets et les sous-préfets quadrillent le pays. Les maires, eux aussi, sont des fonctionnaires nommés par le gouvernement. Et le rétablissement de l'ordre a un effet immédiat, c'est le rétablissement des finances. C'est à cette époque, en 1800, qu'est fondée la Banque de France. Ce qui n'a d'ailleurs pas un lien immédiat avec le rétablissement des finances, cette Banque de France est fondée pour financer les guerres. La paix religieuse, ou plutôt l'apaisement, est obtenue par le Concordat de 1801 signé avec le pape Pie VII. L'empereur obtient le droit de désigner lui-même les évêques. Et ceux-ci, tout comme les prêtres, sont assimilés à des fonctionnaires, ils touchent un traitement. Enfin, le Code civil est promulgué le 21 mars 1804. Il met heureusement fin à l'insécurité juridique. Mais en fait, il n'est qu'une compilation, notamment des travaux du chancelier d'Aguesseau au XVIIIe siècle. Et ce Code civil, en même temps, symbolise le fait que la loi, maintenant, vient toujours d'en haut. Elle donne un rôle tout à fait mineur à la jurisprudence. Il y a donc de moins en moins de séparation des pouvoirs. L'administration envahit tout, mais elle est désormais ouverte aux anciens émigrés qui obtiennent le droit de rentrer dans leur pays sans risquer leur vie. On voit donc des royalistes ou d'anciens royalistes se mettre au service du nouveau régime. Et de plus, Bonaparte pacifia les provinces de l'Ouest. Une paix avait été signée par Charette à Lajaunay en 1795. Mais Charette avait dû reprendre les armes, il avait été fusillé en 1796. Cette fois, les agressions contre les provinces de l'Ouest cessent, même s'il reste de l'agitation royaliste, symbolisée notamment par l'attentat de la rue Saint-Nicaise perpétré par Cadoudal. Cet attentat eut lieu en 1800 et Cadoudal fut arrêté en 1804. Néanmoins, Bonaparte reste tributaire de l'héritage de la Révolution, et cet héritage de la Révolution, c'est d'abord la guerre. En Italie, il ne reste plus des conquêtes que la ville de Gênes, qui est tenue par Masséna. Et Bonaparte partit de nouveau à la conquête de l'Italie. En 1800, il franchit le col du Grand Saint-Bernard, non pas sur un cheval blanc à la crinière échevelée, comme on l'a représenté, mais à dos de mulet, c'est beaucoup plus sûr. Et comme personne ne l'attendait de ce côté, il put s'emparer par surprise de la ville de Milan. Il remporta ensuite la victoire de Marengo. Et de l'autre côté, le général Moreau remporta la victoire de Hohenlinden en Bavière. Ces deux victoires amenèrent l'empereur François II à signer la paix de Lunéville en 1801. La France recouvra ainsi l'Italie et aussi toute la rive gauche du Rhin. Voyant cela, la Russie se retira de la coalition. Il ne restait plus que l'Angleterre qui fut donc contrainte de signer en 1801 la paix d'Amiens. Tout cela est glorieux et magnifique et Bonaparte en profita le 2 août 1802 pour se faire nommer consul à vie. La Révolution était donc enfin terminée. Napoléon n'est-il qu'un simple dictateur au sens classique du mot ou un tyran? S'il est un dictateur, il pourrait se passer ce qu'il s'est passé du temps de Cromwell, c'est-à-dire qu'en fait on a restauré la monarchie après avoir fait la Révolution. C'est ce qu'espère le comte de Provence, frère de Louis XVI, qui est devenu le roi Louis XVIII. Il offrit à Bonaparte le titre de lieutenant général du royaume en attendant une restauration. Mais Bonaparte écartait cette offre avec dédain. En réalité, il n'était pas libre de l'accepter. Il avait même encore des gages à donner aux anciens régicides. C'est pourquoi il fit enlever le duc d'Enghien au pays de Bath, c'est-à-dire en territoire étranger, et le fit exécuter sans jugement, ou plus exactement, on avait rédigé un jugement en laissant la cause de l'exécution en blanc. Cette exécution eut lieu dans les fossés de Vincennes le 21 mars 1804. Par cette exécution, qui est en fait un assassinat, Bonaparte se rangeait parmi les régicides. Les cours étrangères étaient scandalisés. Mais les régicides du Sénat étaient bien rassurés, et du coup, par un senatus consulte, c'est-à-dire un acte rédigé par le Sénat, ils offrirent à Bonaparte, premier consul, le titre d'empereur des Français. Empereur héréditaire qui plus est. Et on rédigea pour l'occasion une nouvelle constitution, la constitution de l'an 12, qui lui donne tous les pouvoirs, il n'est donc pas nécessaire de s'étendre sur ce document. Et Bonaparte fut sacré empereur sous le nom de Napoléon Ier dans la cathédrale Notre-Dame le 2 décembre 1804. Il fut couronné par le pape Pie VII, et non pas par lui-même. Il y a un magnifique tableau de David qui montre le couronnement de Napoléon. En fait, c'est le couronnement de Joséphine. Napoléon Ier n'a pas osé se montrer se couronnant lui-même, ce qu'il aurait pourtant bien aimé faire, de même qu'en son temps, Charlemagne aurait bien voulu lui aussi se couronner lui-même. Mais Napoléon Ier se couronne d'autant moins lui-même qu'il a prêté un serment. Et dans ce serment, il est stipulé qu'il doit respecter les nouveaux propriétaires de biens nationaux. On a pensé à tout. Et c'est donc un point essentiel. Ce nouveau régime, cet empire, ressemble à une monarchie. Napoléon s'entoure d'une cour, il essaye d'y attirer d'anciens aristocrates qui au moins savent se tenir à table.
et il distribue des titres de noblesse. Mais c'est une noblesse fabriquée par lui. Il y a 30 princes ou ducs, et de nombreux comtes et barons, etc. Mais en fait, ces titres ne sont pas de vrais titres de noblesse. Ils sont plutôt un ornement qu'on met sur les fonctions administratives. Un général ou un évêque a le titre de comte. Un colonel ou un préfet obtient le titre de baron. Le tout assorti d'une héraldique très codifiée, mais dans lequel, par exemple, un officier d'artillerie met un canon dans ses armes, tout ça n'a pas grand-chose à voir avec la véritable héraldique. Et sous le consulat avait été créée la Légion d'honneur, destinée à remplacer l'ordre de Saint-Louis, qui, lui, était réservé aux nobles qui avaient servi dans l'armée, avec le même ruban rouge. Comme disait Napoléon lui-même, on ne détruit que ce qu'on remplace. Napoléon crée donc des institutions qui ressemblent à celles de l'Ancien Régime, mais qui sont destinées à les détruire, et non pas à les restaurer. Enfin, tout de même, l'ordre est revenu et tout le monde est content. Tout le monde est soulagé, mais tout le monde n'est pas content, loin de là. Et en effet, les gens instruits et cultivés supportaient mal la surveillance policière exercée par Fouché, ministre de la police. Il surveillait les gens, il surveillait le courrier, il surveillait les journaux, il surveillait les théâtres, tout est surveillé. Et on ne se contente pas de surveiller, puisqu'en 1814, il y aura 2500 personnes détenues arbitrairement, sans compter celles qui sont assignées à résidence. Cela contraste avec les 3 ou 4 prisonniers oubliés à la Bastille. Quant au petit peuple, ce qu'il déteste le plus, ce sont les droits réunis, c'est-à-dire les droits de douane qui sont rendus nécessaires par l'établissement du blocus continental, et qui sont imposés par un service des douanes qui a été militarisé. D'ailleurs, sous le Premier Empire, tout se militarise, y compris les lycées qui sont dotés d'un uniforme de style militaire. Et puis les guerres continuelles et les conquêtes qui n'ont aucun sens fatiguent tout le monde. Et elles rendent nécessaire une conscription qui est très mal supportée. Il y a de nombreux réfractaires, y compris le futur saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, qui se cachera plusieurs mois dans les bois pour échapper à la conscription. Ils seront très nombreux à le faire, il y aura 10 000 jeunes gens qui ainsi errent dans les bois pour se cacher plutôt que de se rendre utiles à la patrie. Non pas en faisant la guerre, mais en travaillant. Bonaparte avait restauré les États pontificaux, qui étaient devenus une république romaine, mais en 1809, il décida de les annexer de nouveau. Et pour cette raison, il fut excommunié par le pape Pie VII. Qu'à cela ne tienne, Napoléon le fit arrêter. Il fut en détention, d'abord à Savonne, et puis de 1812 à 1814 à Fontainebleau. Mais Pie VII refusa donc l'investiture spirituelle aux évêques nommés par Napoléon. Si bien que celui-ci, en 1811, convoqua un concile national, qui a abouti à la formation d'une sorte d'église gallicane. Mais les évêques convoqués à ce prétendu concile restèrent fidèles au pape, c'est-à-dire à l'Église, c'est-à-dire à Jésus-Christ. En effet, l'Église ne se soumet jamais de manière inconditionnelle au pouvoir politique. Et c'est pour cela qu'elle est attaquée à l'époque comme aujourd'hui. Tout le monde est donc plus ou moins mécontent, mais comme on n'a pas le droit de le dire, on a l'air content et ça peut durer encore quelque temps.